la 802e régiment, a fait défection. Il a fui son chef et il a traversé la frontière. Pour quel motif? On ne sait pas. Ça signifie que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on peut encore voir des militaires congolais qui font défection. Notre première action, c'est encore une sollicitation vers cette commission régionale, cette commission qu'on appelle mécanisme conjoint de vérification. C'est ce mécanisme-là qui doit se rendre sur le lieu. Je suis content que ce mécanisme soit constitué de tous les officiers de la région. Donc il y a aussi un officier rwandais, même s'ils peuvent être quelquefois des Ivoiriens qui ne voient rien, même s'ils trouvent les militaires rwandais sur cette ligne-là, Kanyeshe-Jadé, ils peuvent continuer à soutenir qu'ils ne sont pas là, mais nous disons que nous, la population nous a rassurés, nous a confirmé que les militaires rwandais sont sur Kanyeshe-Jadé. Donc, notre deuxième sollicitation, c'est auprès de la MONUSCO. C'est rendre sur le lieu pour voir, pour vérifier et aller vers le Rwanda pour dire au gouvernement rwandais de cesser les provocations contre le gouvernement congolais. Et la troisième action, c'est vers les militaires congolais qui doivent continuer à maintenir la bravoure dont ils sont fait montre il y a quelque temps. Si ces gens-là, après le passage du mécanisme conjoint de vérification, après le passage de la MONUSCO, si l'armée rwandaise ne veut pas quitter, en tout cas, nous pensons qu'il faut utiliser tout ce qui peut être utilisé pour le faire partir de là. Revenons dans la capitale, les tumultes politiques enregistrés dans la semaine qui s'achève continuent d'alimenter les débats tant au sujet de la classe politique directement concernée que dans l'opinion publique. La dernière réaction du bureau politique de la majorité présidentielle dans l'affaire auto-exclusion du groupe de 7 et l'obligation de chaque membre de choisir son camp. Autant de sujets qui sont repris dans ce dossier que vous propose votre rédaction, mais surtout les retours sur les moments qui ont ponctué la vie entre la MP et le G7. Lundi 14 septembre 2015, le leader de 7 partis politiques membres de la majorité présidentielle, MSR, ARC, PDC, ACO, MSDD, UNADEF et UNAFEC, adresse une correspondance au chef de l'État. La démarche est dénoncée par les autres partis de la majorité présidentielle. Une réunion de la plateforme qui soutient le chef de l'État s'en suivra. Bureau politique, ensemble avec le PALU, qui est l'allié de la majorité présidentielle, voulait discuter du texte du mémorandum que 7 partis de la majorité ont adressé au président de la République, autorité morale de la majorité. Mais il est apparu au cours de cette réunion que les 7 signataires du texte qui étaient présents ont quitté les débats. Ils ont donc décidé de s'auto-exclure de la majorité. Et donc, la réunion s'est conclue par un constat d'auto-exclusion des 7 partis signataires de ce mémorandum de la majorité présidentielle. On les invite donc à pouvoir tirer toutes les conséquences de cette situation. Et la série des démissions. Jeudi 17 septembre, Charles Mwandou Nsimba, l'autorité morale de l'UNADEF, démissionne de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cadre choisi pour annoncer sa décision, la conférence de presse de clarification organisée par le groupe de 7. Je m'oblige à donner à la plénière de notre institution parlementaire ma démission de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je vous saurai gré de bien vouloir la lui soumettre. Le rapporteur du Sénat et celui de l'Assemblée nationale jettent également l'éponge, même si leur démission devra avoir le quitus des plénières. Leurs collègues Bolengue Tengue, ministre des Affaires foncières, et Jean-Claude Kibala de la fonction publique leur emboîtent le pas. Ils ont sans doute suivi le mot d'ordre de leur parti, allégeance à Pierre Lumbi. Le bureau politique soutient son président national, le camarade Pierre Lumbi au Congo, et mettait sa confiance dans la lutte qu'il mène depuis plusieurs décennies pour la fondation et l'émergence d'un état de droit au Congo.
Ce que le bureau politique de la majorité présidentielle appelle auto-exclusion serait-il impuni? Dans une ordonnance signée par le chef de l'État, rendue publique mercredi 16 septembre sur les antennes de la télévision nationale, Pierre Lumbi et Olivier Kamitatou sont révoqués. Sur proposition du Premier ministre ordonne, article 1er, est révoqué de ses fonctions de ministre du Plan et suivi de la Révolution de la modernité, Monsieur Olivier Kamitatou. Article 2. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. La majorité va plus loin. Vendredi 18 septembre, dans un communiqué, la MP oblige les députés et sénateurs, ministres, mandataires, membres du G7 de faire le choix entre démissionner et désavouer publiquement leur leader. La majorité présidentielle entend poursuivre cette démarche à tous les membres du gouvernement, à tous les membres qui sont dans les équipes provinciaux, à tous les membres qui sont dans la petite territoriale, à tous les membres qui sont dans l'entreprise. Ils vont donc libérer. C'est une décision qui est conforme, n'est-ce pas, aux principes que nous avons lorsqu'on partage le pouvoir. Ironie du sort, l'évangile du G7 semble ne pas gagner toutes les âmes. Les groupes parlementaires Terre d'Avenir, AFDC et Alliés, dont l'ACO, l'UNAFEC, le GPR, dont l'ARC et le PDC, tous réitèrent leur loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle. Satisfait du côté de la MP. Nous, députés nationaux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, membres de la majorité présidentielle, renouvelant notre foi en la vision et au projet de société porté par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique. Réitérant notre respect à la Constitution et aux lois de la République, ainsi que notre attachement à la charte de la majorité présidentielle. Notre engagement, les soutenir politiquement et à poursuivre notre mission en tant que députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, en veillant à ce que nul ne contrarie le mariage entre les chefs de l'État et le peuple congolais. Désormais exclu de la majorité, le G7 devrait se positionner. Donc aujourd'hui, le Congo se trouve devant une crise, on peut dire politique, mais qui faudrait être résolue. Au sein de sa propre majorité, on peut dire qu'il y a une révolte à l'intérieur. Et si on se réfère à la décision de l'opposition, à eux, à nos amis qui viennent de grogner au niveau de la majorité, de situer correctement, certains disent qu'ils sont derrière leur chef, mais ils veulent un débat interne. Je crois qu'ils auront le temps de clarifier leur position pour se situer dans un cas comme dans un autre. La Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas la troisième voie. Ou on est de la majorité, ou on est de l'opposition. Non, je voudrais d'abord les féliciter pour leur acte de courage et dire que finalement, mieux vaut tard que jamais, par rapport à ce qu'ils font, la défense des valeurs républicaines, respect de la Constitution, des délais constitutionnels et tout ce qui se trouve dans leur lettre. Puis je leur dis, il faut qu'ils continuent avec cette logique et en y ajoutant la dose de l'humilité. Parce qu'ils savent bien que qui sont les ténors de la défense de la Constitution, avec tous les risques que nous avons connus dans cette vie. Je crois que notre position, notre travail les a convaincus. C'est pourquoi ils sont sortis de la carapace où ils étaient là pour finalement rejoindre notre point de vue. Ce fut une semaine agitée sur le plan politique et qui visiblement, la série est loin de se terminer.
Entre-temps, la majorité présidentielle ayant pris acte du départ du G7 appelle le chef de l'État à convoquer le dialogue. Quel sens donner à ces échanges? Les réactions proviennent de partout. L'initiateur de la campagne Bissot y avait apporté sa contribution devant la presse lors du récent plateau Bissot. Je vous propose d'écouter cet extrait choisi pour vous. On écoute l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. La question que je commence à me poser, moi, aujourd'hui, pour ceux qui refusent le dialogue, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent avoir à l'issue de ces dialogues? Si vous vous dites, nous pensons que vous voulez tricher, vous vous dites, moi, je n'ai pas besoin de tricher, mettons-nous ensemble, puisque nous ne parlons pas personne interposée. Mettons-nous ensemble, parlons, dites-moi comment vous pensez que je vais tricher. Non, le dialogue se fait à travers les télés. On passe à telle télé, on passe à tel communiqué, mais les autres disent, mettons-nous ensemble, dialoguons. Et je pense que c'est très important cela. Si un peuple, la force de l'Afrique, c'était l'arbre à palabre. Quoi qu'il arrivait, les gens se mettaient ensemble. Aujourd'hui, nous devons aussi être capables de faire ça, de palabrer. Si on dit dialoguons, alors dialoguons et inscrivons dans les sujets, c'est les sujets qui fâchent. Je sens aujourd'hui qu'il y a un besoin réel que les acteurs politiques mettent de côté leurs ambitions, voient le Congo, se mettent ensemble, discutent et qu'on avance, qu'on reconstruise. Dialogue, oui. Ceux qui soutiennent cette démarche comme moyen de sortir des crises ont sensibilisé la population quinoise. Cas du Front populaire, une plateforme de l'opposition chapeautée par Jean-Pierre Lisanga Bonganga qui a organisé samedi un meeting populaire sur les biens fondés de ce dialogue. C'est sous un soleil ardent que des centaines de militants de l'opposition favorable au dialogue étaient venus soutenir cette idée de rencontre entre Congolais pour baliser l'avenir du pays. Face aux enjeux politiques de l'heure, le Front populaire se rallie à Étienne Tshisekedi et sensibilise pour le dialogue comme le propose aussi la majorité au pouvoir, mais souhaité avec une médiation internationale. Nakati ya Zamba, oza makasite, bakolinga ba négocier na yo. Mais bande kona bakei kosangana, ono biso tolimite, balingi ne babenga bango. Lisanga Bonganga présentait à la population des déclarations de ses camarades opposants contre qui il entre en guerre aujourd'hui, engagement pris dans l'unanimité pour exiger le dialogue auquel ils sont hostiles. Il y a beaucoup de ceux qui diffusent mal le mot dialogue en ce moment. Ils disent partout que oui, le président Tshisekedi ne veut plus du dialogue. Non, ce n'est pas ça. On voulait bien expliquer aux gens qu'il n'a pas dit non au dialogue. Mais pour le dialogue, il est toujours partant sous la médiation de la communauté internationale que les gens se détrompent. Tshisekedi est toujours pour le dialogue. Les dialogues que nous voulons obtenir, comme vient de dire le coordonnateur du Front populaire contre la violence constitutionnelle, c'est-à-dire la sécurisation du processus électoral, un nouveau fichier, c'est-à-dire le processus proprement dit électoral, le nouveau fichier électoral, le calendrier électoral consensuel, un climat apaisé avant et post-électoral, voilà. Le Front populaire va poursuivre la sensibilisation dans toute la capitale au sujet de sa proposition du cahier de matière qui ferait l'objet du consensus pendant les pourparlers et met en garde contre les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue et met en garde contre toutes les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue. Un reportage de Constantin Tamboué. Autre sujet à la une, les députés et sénateurs n'ont pas dérogé à la règle ce mardi 15 septembre. Ils ont répondu présent à la séance d'ouverture de la session ordinaire de septembre, une session dite essentiellement budgétaire, au cours de laquelle les deux chambres vont examiner le projet de loi des finances pour l'exercice 2016. Alain Boma et Blaise Mwangui étaient présents à ces deux cérémonies pour le compte de Biwan. Tous étaient au rendez-vous constitutionnel de la rentrée parlementaire de septembre 2015. La Chambre basse du Parlement et la Chambre haute. Une session essentiellement budgétaire pour les deux chambres dont la priorité sera l'examen et le vote de la loi des finances, exercice 2015. Les deux bureaux sont aussi d'accord sur les enjeux de la session, le financement des futures élections et la poursuite du processus de décentralisation. En rapport avec le premier, le président du Sénat fait une proposition face aux difficultés financières évoquées par le gouvernement, la rationalisation des futurs scrutins prévus. Plutôt que d'organiser tous les scrutins en 2016, des options fondamentales peuvent être levées. D'une part, la concentration de tous les moyens disponibles
sur le scrutin à délai constitutionnel incompressible. Je pense ici à l'élection présidentielle ainsi qu'aux élections législatives, nationales et provinciales. D'autre part, le regroupement des scrutins par degré. Il s'agit d'organiser tous les scrutins directs le même jour, la présidentielle ainsi que les législatives nationales et provinciales, et tous les scrutins indirects dans les semaines qui suivent. Élection du gouverneur, du vice-gouverneur, élection de Sénat. De son côté, Aubin Minakou fait une autre proposition pour lever une option. Le dialogue, seul le dialogue entre toutes les composantes de notre société et par des mécanismes particuliers nous permettra de tenir compte des attentes et appréhensions des uns et des autres. Opposition dans toute sa pluralité, société civile dans toute sa diversité et majorité en toutes ses nuances internes. De ce dialogue, nous pourrions, puisque nous sommes tous responsables et soucieux de la République, recadrer tout ce qui peut être recadré pour organiser les élections, et alors toutes les élections de la base au sommet dans un schéma raisonnable et acceptable. Une idée qui reste pour le Sénat d'actualité. S'agissant de l'examen du budget 2016, les deux chambres accordent leur violon sur le contexte économique difficile sur base duquel sera voté ce budget. Néanmoins, elles sont déçues de l'exécution du budget 2015. Il faut noter aussi que l'exécution du budget 2015 s'est traduite jusqu'à présent par une faible taux de réalisation de recettes à fin août, soit 31% seulement de ressources prévues dans la loi de finances. Ces contre-performances sont imputables notamment à la fraude fiscale et douanière, ainsi qu'à la baisse des coûts de produits de base que nous exportons, notamment le cuivre. Les perspectives économiques paraissant ainsi incertaines, le gouvernement projette déjà la réduction de 30% du train de vie de l'État. L'Assemblée nationale va plus loin, le contrôle. À la lumière des observations pertinentes et des appréhensions particulières émanant de plus d'un député, de l'opposition comme de la majorité, il me semble venu le moment de nous interroger sur le sens réel d'un budget, sur la signification républicaine de notre prérogative consistant à autoriser les dépenses du trésor public par le gouvernement. Il paraît indiquer de nous interroger aussi sur la façon dont nos différentes autorisations ont été exécutées et d'en tirer les conséquences positives et non politiciennes ayant pour seul objectif l'amélioration de la gouvernance financière dans notre pays. En rapport avec la poursuite du processus de décentralisation, les deux présidents s'accordent sur la nécessité de cette question. Aubin Minakou, lui, insiste sur la mécanisation de tous les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, ainsi que du personnel soignant du ministère de la Santé publique. On en vient au procès Chebea. L'accusé principal, le colonel Daniel Moukalaye, écope d'une sanction de 15 ans de prison. 4 autres accusés sont acquittés. Épisodique, cette affaire a soulevé des vagues, tant au niveau de l'échiquier national et international. Nous allons vous rafraîchir la mémoire dans ce récit que vous propose Guilain Kabalondi. C'est en principe la fin d'un feuilleton dans ce procès fleuve et à multiples rebondissements. Dans son verdict, la Haute Cour militaire a condamné à 15 ans de réclusion criminelle le colonel Daniel Moukalaye et a acquitté le capitaine Michel Mouila. On s'attendait à l'acquittement plus récent par rapport aux éléments que nous avons abordés. Si vous avez bien suivi
suivi le prononcé, la Cour a dit 2 choses importantes. Elle n'est pas obligée de rencontrer les moyens des prévenus et le mobile est inopérant. La haute cour militaire nous a déçus, c'est que son arrêt comporte beaucoup de zones d'ombre, d'insuffisance et d'erreurs de droit, notamment lorsque la loi et le juge même admettent les circonstances aggravantes. Il n'y a pas lieu, là où il y a des circonstances aggravantes, d'admettre les circonstances atténuantes. En 2011, à l'issue du procès en première instance, le colonel avait été condamné à mort et le capitaine à la prison à perpétuité. L'ONG La Voix des Sans-Voix, dont Floribert Chebeya était le fondateur, devenait de plus en plus critique vis-à-vis du pouvoir. Il y a un crime qui a été commis, c'est dirigé contre ce peuple, c'est dirigé contre un fils méritant de ce pays, c'est contre le gouvernement. Et nous sommes assez surpris de voir qu'on veut mettre cela sur le dos du gouvernement. Les crimes ne nous agacent pas, les crimes nous révoltent, les crimes nous mobilisent pour lutter contre eux. Nous luttons contre les crimes et nous tirerons au clair les conditions de l'assassinat de Chebeya, la disparition de son compagnon, parce que c'est nous qui avons été attaqués. C'est l'État qui a été défié. Vous vous souviendrez que Floribert Chebeya a été retrouvé mort dans sa voiture le 2 juin 2010 en périphérie de Kinshasa. La veille au soir, il s'était rendu au siège de la police après avoir été convoqué en scène des témoignages pour y rencontrer son chef, le général John Numbi. Son chauffeur, Fidel Bazana, a disparu après l'avoir déposé à ce rendez-vous. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, un invité dans ce journal rétrospectif. Il s'agit de Jean-Louis Kaninda, notre expert maison en sport. Avec lui, nous parlerons des 11e Jeux africains qui se sont clôturés samedi à Brazzaville. Bonsoir Jean-Louis Kaninda, bienvenue sur ce plateau. Merci Élisée Bilonda. Comme je l'ai dit, vous êtes notre expert maison s'agissant des questions sportives. Quelles sont les nations qui sont sorties au lot concernant les 11e Jeux africains? Quelle est votre lecture par rapport au déroulement de ces Jeux, l'ambiance et tout ce qu'on a eu comme résultat? Alors, les premiers du continent sont les Sud-Africains. Donc, la République sud-africaine termine en tête avec 61 médailles, dont 34 en or. Alors, la deuxième nation, c'est la République arabe d'Égypte, qui a 32 médailles et donc 14 en or. Alors, en ce qui concerne la RDC, puisqu'elle était à la fête africaine des Olympiades, la RDC a terminé avec 16 médailles, 2 en or, 4 en argent, 10 en bronze. Mais il y a une progression côté congolais, puisque la dernière fois où la RDC a obtenu une médaille en or, c'était il y a 24 ans pratiquement. Et puis donc, par rapport à Maputo, il y a 4 ans, c'était 16 médailles, mais cette fois-ci, la RDC progresse en qualité, puisque grâce à Denis Indondo Aboma et Armand Kouloufa, les tennisman, on ramène 2 médailles d'or. Alors, le classement se fait par rapport aux médailles d'or. Donc, on va dire que la RDC a réellement progressé. Oui, vous avez anticipé un tout petit peu. Vous avez salué la performance des Congolais, de la RDC aux 11e Jeux africains. Ouais. Donc, à vous entendre parler, nous avons quand même un bilan positif du côté RDC par rapport à ces 11e Jeux africains. Moi, je dis que le bilan est positif parce que c'est par l'or qu'on compte. Alors, quand on a 2 médailles d'or, et on en avait eu une la fois passée, donc on a réellement progressé. Et par rapport aux autres nations, quels sont les autres pays qui ont évolué? Mais nous devons également signaler à l'opinion que le chef de l'État avait effectué les déplacements de Brazzaville avant la clôture. Il a assisté à la cérémonie de la clôture de ces 11e Jeux africains. Question d'encourager aussi les fils du pays pour leur performance. Jean-Louis, rapidement, quelles sont les performances d'autres athlètes en dehors de la RDC, puisque nous parlons de l'Afrique? En dehors de la RDC, le marathon, c'est le Kenya, c'est l'Éthiopie, c'est connu, c'est une tradition. Donc les courses de fond, comme on les appelle, ce sont des gens qui vivent en haute altitude. Ils sont habitués à mener la course parce que l'oxygène se fait rare quand on est au-dessus. Lorsqu'on redescend plus bas, on respire bien. Donc c'est un facteur environnemental. Je ne sais pas, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'organisme est plus habitué à moins d'oxygène. Et quand on vient dans une région comme l'Afrique centrale, où il y a la forêt, il y a les fleuves et tout, on respire mieux. Les athlètes qui ont moins d'oxygène chez eux se comportent bien là où il y en a beaucoup. Mais le Kenya, l'Éthiopie, les nations d'Afrique de l'Est ont dominé les courses de fond. Donc là, même au niveau international et mondial, ils l'ont toujours confirmé. Donc là, on ne va pas s'étonner. Et pensez-vous qu'un de ces quatre, la République démocratique du Congo peut être capable d'organiser également, pourquoi pas, les 12e Jeux africains ici à Kinshasa? Pensez-vous peut-être qu'elle allait me répondre à ça parce que c'est un problème d'infrastructure.
Alors, puisque vous y êtes, c'est vous peut-être qui allez nous confirmer si oui ou non on sera prêt quand. Les infrastructures sportives, la RDC pourra le faire, c'est question de volonté. Ça, c'est un autre problème que nous pourrons examiner. Merci Jean-Louis Kanida d'avoir intervenu dans cette édition rétrospective. Je rappelle que vous êtes notre expert maison chargé des questions sportives. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Excellent début de semaine à tous en compagnie de la chaîne de l'excellence de la simplicité. À bientôt.